Noël à quoi jouer spécialement sur le site des oiseaux. Dans un instant, on va donc pouvoir vous présenter certains de nos oiseaux que vous avez vus dans les volières. Ce sont ces animaux qui sont dressés à revenir à nos appels. Pour obtenir le dressage d'un animal, il faut avant tout obtenir sa confiance. On vous demandera, pour ne pas briser cette confiance que ces animaux ont bien voulu accorder à l'homme en général, on veut également de respecter quelques règles très simples. Par exemple, ces oiseaux, de ne pas les toucher ou de ne pas les caresser. En aucun cas, un oiseau de toute façon ne comprend pas le geste de la caresse. Clairement, pour eux, c'est interprété comme un geste agressif. On a ce premier réflexe quand on voit des chats et des chiens, ce n'est pas valable pour les oiseaux. Ne les touchez pas. On vous demandera également d'être vigilant sur la trajectoire de certains d'entre eux. Je vous le rappellerai en temps voulu. Certains peuvent faire du rasse-tête, ça peut vraiment passer très près, méfiez-vous. Vraiment. Je pense à Édouard, par exemple, notre grand-duc, ça peut passer très près, faites attention. On vous demandera également de ne pas manger. Ce que vous avez dans les mains est potentiellement intéressant. Certains pourraient venir vous chipper ce que vous avez dans les mains. Alors c'est valable pour un de nos rapaces en fait, qui est un pirate, un opportuniste, c'est son rôle dans la nature, capable de venir vous chipper ce que vous avez dans les mains. Méfiez-vous, vraiment. Voilà pour les conseils. Alors je demanderai peut-être pour les personnes qui sont en haut à gauche, encore vous, je suis désolé, en train de manger, de rentrer un petit peu dans les gradins, puisque vous êtes sur la trajectoire, en fait, sur le passage de Nolwenn qui va arriver avec certains de nos oiseaux. Et puis d'ailleurs, on commence tout de suite, puisqu'on va pas attendre qu'il pleuve. La météo n'est pas toujours favorable pour certains de nos oiseaux. Voilà, essayez de dégager un petit espace. T'as vu, elle est partie de l'autre côté. Ah voilà. Pardon. Alors, voici l'effraie des clochers, un rapace nocturne. Un oiseau qui est donc, donc en train censé voler la nuit. C'est un oiseau actif la nuit. Et sachez qu'un rapace nocturne, tout comme les chats, est tout à fait capable d'évoluer en plein jour. Alors certes, c'est pas la lumière du soleil là qui va la gêner, mais le soleil peut briller, ça lui pose aucun problème. Elle vient se poser sur notre gant et toujours en échange d'une petite récompense. Faut pas l'oublier, à chaque fois qu'ils viennent vers nous, il faut quelque chose en échange, et ce qui les motive, c'est la nourriture, de la viande, et voici une cuisse de poulet. Entière, c'est pas un morceau de cuisse, elle est entière. Voici Blanche, c'est son petit nom, qui vient se poser normalement sur mon gant. Tu viens? Un petit peu déconcentré peut-être? Tu viens ma belle? Très très bel oiseau, familier dans nos campagnes, puisque cet oiseau fréquente les granges, les greniers et les clochers, très souvent près des hommes. Cet oiseau, pour imager, aime bien avoir un toit sur la tête, être caché, dissimulé. Alors si cet oiseau se rabat sur ce genre d'édifice, c'est parce que nous lui avons en fait supprimé son milieu naturel, plutôt son gîte, puisque c'est un oiseau qui niche dans les arbres creux. Or, les arbres creux, dans nos campagnes, ça court pas. Il n'y en a pas beaucoup, puisque l'homme a tendance à couper les arbres, puisqu'ils ont une valeur marchande avant que le bois creuse. Et ça leur prive de leur site naturel de nidification, ou simplement pour passer la journée, pas seulement pour nidifier. Depuis tout à l'heure, elle vous passe au-dessus de la tête. Il n'y a pas quelque chose qui vous surprend? Tout le monde a déjà eu un oiseau qui lui est passé à proximité. En clair, allez, exemple le plus classique, un pigeon est bruyant dans son vol. Écoutez bien, c'est une des spécialités des rapaces nocturnes. On n'entend rien. Vous avez entendu quelque chose? Ouais. Très furtifs. Ces oiseaux ne sont en fait ni rapides ni agiles, mais réellement furtifs. Ils ont une approche discrète de leur proie. Alors évidemment, pour ne pas se faire repérer, ça paraît logique. Mais ça sert également à autre chose. Ce n'est pas non plus très connu chez ces oiseaux. Je tape sur le gant. Nolwenn va faire de même. Car ce qui stimule les rapaces nocturnes, c'est l'audition. Regardez ce visage. Tout le monde peut reconnaître un rapace nocturne ainsi. Ce visage très marqué a un rôle. Ça sert à amplifier les sons. Ça sert de parabole. Car ce sont des oiseaux qui chassent à l'ouïe. Ce rapace, imaginez-le, vole au-dessus des prairies. L'herbe peut être très haute,
Les rongeurs que ce rapace convoite sont invisibles. Cet oiseau ne peut pas les voir. Elle va donc se servir d'un autre sens, c'est l'audition. C'est l'autre spécialité des rapaces nocturnes. Ils chassent à l'ouïe. Cet oiseau qui vole au-dessus des prairies ne regarde pas vers le sol, mais écoute. Alors ça permet de localiser des proies invisibles sous l'herbe, sous les feuilles, sous la neige. Certains en ont fait leur spécialité. La chouette laponne dans le Grand Nord. Cet oiseau, plus dans nos régions, voilà, chasse dans les prairies. Vraiment les prairies. C'est un oiseau de milieu ouvert. Est-ce que vous connaissez l'oiseau qui ulule très classiquement dans nos sous-bois, que l'on entend très facilement, le plus bruyant de tous? Vous connaissez ce rapace? Une autre chouette? La hulotte? Non, ça ne me dit rien. Chouette hulotte. Ça, c'est la chouette effraie. Chouette hulotte, beaucoup plus bruyante. L'effraie des clochers, elle, c'est le chuintement, elle est beaucoup plus discrète. Elle fait pas beaucoup de bruit, mais c'est assez effrayant, son cri. Oh, puis d'ailleurs, cet oiseau est parfois appelé Dame Blanche. Ça vous dit rien? Dame Blanche, en faisant référence à la blancheur des plumes sous le ventre et sous les ailes, qui contraste avec la nuit noire. Ça vous passe au-dessus de la tête, couplé avec son vol silencieux. La Dame Blanche, c'est un fantôme. Ça faisait peur. Cet oiseau était un oiseau de mauvais augure. Et pour conjurer le mauvais sort, vous connaissez peut-être cette triste tradition qui existait il y a quelques années. On les crucifiait vivantes sur les portes des granges. C'était très classique autrefois. Alors maintenant c'est protégé, ce genre d'oiseau, évidemment. Et puis c'est utile, ces oiseaux que chassent des rongeurs, 3, 4, 5 rongeurs par nuit, convoités par un individu. C'est l'allié des agriculteurs. Cet oiseau est évidemment très très utile. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Blanche. Elle va rentrer dans sa volière. On va laisser place à un autre rapace nocturne, pas des moindres, le plus grand, sans prétention, le plus puissant de tous les rapaces nocturnes au monde. Le grand-duc d'Europe, c'est un hibou. À l'instant, c'est une chouette que l'on vous a présentée. Quelle est la différence? En général, c'est une très bonne question. Il n'y a que les enfants qui ont la réponse. Je t'écoute. La différence. Vas-y, lance-toi. Ils ont des... Oui, que l'on nomme, et tu as raison de ne pas tomber dans le piège parce que tu penses à des oreilles comme la plupart d'entre vous. Des plumes que l'on nomme très bien, des aigrettes. Voilà, les hiboux ont des aigrettes sur la tête, plumes ornementales que les chouettes n'ont pas. La tête est arrondie, tu connaissais le truc. Voilà la différence. C'est pas une question de taille, de champ, voilà, de couleur, de forme de visage, de face, c'est pas ça la différence. C'est vraiment les aigrettes sur la tête. Le hibou grand-duc va venir nous rejoindre, 2 kg à 2,5 kg, ça contraste vraiment avec les frais qui ne faisaient que même pas 300 grammes. 280 grammes maximum pour Blanche. Très très légère. Le grand-duc aussi, par rapport à la taille de ses ailes, est un oiseau très léger et furtif lui aussi. Ne sous-estimez pas son air un petit peu bon enfant, tête de chat. C'est assez joli comme oiseau avec ses grands yeux oranges, ses belles aigrettes sur la tête. Édouard va arriver par là. Je vous demanderai de laisser une petite place. Nolwenn va arriver avec lui. Alors peut-être vers le haut ou en bas. Faites attention. Voici Édouard. Magnifique rapace. Là, on a affaire au plus grand, au plus puissant de tous les rapaces nocturnes au monde. Grand chasseur, le grand-duc d'Europe convoite. Pour vous donner une petite idée, toutes les proies, mammifères, oiseaux, batraciens, mais là aussi je vous l'accorde, c'est très vague, car cela peut être des petites proies telles que des rongeurs. Alors, je sais, on va tomber dans le sensationnel, je me méfie toujours, mais c'est pour vous indiquer un peu la puissance de cet oiseau. Il est capable de s'intéresser, pour les plus gros d'entre eux, à des jeunes chevreuils, à des marcassins, à des renardeaux, car les autres prédateurs sont des proies pour lui. Les chouettes, les hiboux, les faucons, les buses, les minans, les éperviers. Les autres prédateurs sont intéressants pour lui. En quelque sorte, il élimine la concurrence sur son territoire. C'est le prédateur de prédateurs. On dit que c'est un super prédateur. Il n'y a pas de prédateur naturel et lui-même potentiellement intéressé par les autres prédateurs. Mais classiquement, les pigeons, les corneilles, les lapins, les rongeurs. Baissez la tête, c'est un conseil. Vous ne subissez pas une attaque aérienne, mais méfiez-vous. Édouard. Magnifique rapace. Courant maintenant à la montagne. Ça n'a pas toujours été le cas. Les rapaces pendant longtemps ont été persécutés. Les grands-ducs d'Europe
avec leur prédation potentielle sur le gibier que l'on attribue aux hommes, hein, vous savez, les perdrix, les faisans, les lapins, les lièvres, il peut s'en intéresser, il peut les chasser. Et donc l'homme s'est connu ne partage pas, et l'a longtemps persécuté, ils avaient disparu, maintenant ils sont revenus. Les grands-ducs d'Europe sont présents dans tous les massifs montagneux. De nouveau, baissez la tête. 8 ans. C'est son âge. Vous faites jeune ou vieux? Jeune. Jusqu'à quel âge peut-il vivre à votre avis? 30 ans. 20 ans? Plus du double. 40 ans. Plus que 20 ans. Donc 40 voire 50 ans. Les oiseaux vivent très vieux, ce n'est pas toujours connu. Alors parfois quand voilà, en animalerie, il y a des grilles de Gabon, les perroquets, vous savez, eux aussi vivent très vieux. Donc c'est parfois connu, l'espérance de vie des oiseaux en général, et ce rapace vit très vieux. Hein. 40 voire 50 ans. Ah oui, il a encore plein de balades devant lui, plein d'années devant lui. Je dis balade parce que Edouard fait partie de nos oiseaux qui partent se promener, c'est quelque chose de très courant, c'est banal. On le met en valeur, ça fait partie de la démonstration. Et quand je vous dis qu'il part se promener, c'est pas 5 minutes. Hein. Edouard, s'il n'est pas décidé, il reste 2 jours dehors. Et encore, c'est rien du tout. Son record, lui, c'est-à-dire personnellement, si je puis dire, c'est 5 semaines. Bon, c'est un petit problème pour le spectacle quand même, parce qu'il est quand même là pour vous être présenté. Sauf que voilà, il n'est pas toujours là. Il y a un oiseau qui manque. Eh oui, le pigargue, qui est parti au spectacle précédent, et voilà. Alors la pluie, voilà, tout à l'heure il pleuvait pas mal, ça lui a pas plu, et puis bon, voilà, elle est assez caractérielle d'Anna, alors je sais pas où elle est, quelque part par là, elle connaît le coin, hein, et ça fait 11 ans que ça dure. Hein. Allez, hop là, on la reverra peut-être pendant le spectacle. Peut-être qu'elle reviendra faire un tour, ça serait quand même sympa. Des morceaux de coups de poulet que nous lui proposons. Vous connaissez les pelotes de réjection? Oui. Ces morceaux de coups de poulet, il y a des os dedans. Les rapaces nocturnes ont des sucs gastriques qui sont assez peu puissants. Ils peuvent tout manger, seulement il ne digérera pas tout. Une partie de ce coup de poulet, les os, seront recrachés demain matin. Alors si jamais je lui donne... Allez, je vais me faire plaisir. De toute façon, j'en parle à chaque fois. Si jamais je lui donne ce joli petit poussin bien tendre, il va tout avaler et il va recracher les plumes et les os. Demain matin, on retrouve dans sa volière une pelote de réjection composée donc de ce qu'il n'a pas pu digérer, plumes et os. C'est connu en général chez les chouettes et les hiboux. Alors, on va lui donner. J'en ai un autre. On est plein comme ça. Allez. Ah oui. Allez, Edouard. Wow, il fait des gros yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, la tête. La douette. Ah ouais, il y en a plein encore. Hein. Voilà. Il va dépecer. C'est la fonction principale du bec crochu des rapaces. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème? Non, vous ne cachez rien. Voilà, très bien Edouard, je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, il aura mangé pour ce soir. Allez Edouard, repart dans sa volière, on va continuer avec un autre rapace diurne cette fois-ci. On va vous présenter un oiseau qu'on n'a pas pu présenter de toute la journée parce qu'il a plu les 2 spectacles précédents. On va vous présenter le Milan noir, rapace que les Bretons ne connaissent pas. Et pour cause, ils n'aiment pas trop notre météo. Le Milan noir n'est pas très waterproof, il prend un petit peu l'eau. Et puis en plus de ça, bon, ce sont surtout la chaleur qui peut manquer, qui engendre des ascendances thermiques qui se forment à basse altitude, qui lui permet de patrouiller, car ce rapace est un patrouilleur, c'est le terme qui décrit le mieux cet oiseau, qui n'est pas présent donc en Bretagne. Par contre, vous connaissez son équivalent. Certes, ce n'est pas un rapace, ça peut paraître surprenant, mais c'est le goéland. Le goéland, c'est l'éboueur du bord de la mer. On va vous présenter le Milan noir, qui est l'éboueur de l'intérieur des terres. Un oiseau qui est un opportuniste, il mange tout, à partir du moment où c'est facile à attraper, il mange dans nos poubelles. Le Milan noir mange des cadavres, le Milan noir mange des vers de terre, des insectes et même capable de pêcher. Il est très polyvalent, il s'adapte
au milieu qu'il fréquente et à la ressource disponible. On va exploiter le meilleur de l'animal. C'est un acrobate. À 16 heures, cet oiseau, dans certains pays, peut capturer des insectes en plein vol à condition qu'il soit de belle taille. Ariane a décollé. Belle envergure, les ailes sont longues et larges. Et il est reparti. Grande surface portante, elle se met en position, elle se pose rapidement malheureusement parce qu'il n'y a pas de vent et que le temps est un peu humide. Elle préfère rester posée. Quand il y a du vent, quand il fait beau, elle vole davantage. Le Milan noir, c'est sa nature et très aérien. Regardez bien, une récompense, lancée en l'air, que l'oiseau attrape en plein vol. Saisi, mais saisi avec quoi? Est-ce que vous avez été observateur? Avec les pattes. Regardez bien, on recommence pour ceux qui n'ont pas les yeux en face des trous. Si elle loupe, vous n'ouvrez pas la bouche. Oh, vous pouvez manger, hein, c'est croustillant, il y a des os dedans, il y a... oh, c'est cru. Hein. Vous avez la chance, c'est une pièce détachée de poussin. Ouais. Une patte. Ouais, mais ça vole bien. Allez, c'est pas perdu, ça sera récupéré tout à l'heure. Voilà, saisi avec les pattes, cette récompense. Elle a loupé? Ah, j'ai pas vu. Ah. Ou alors elle a une partie parce qu'il me semble qu'elle a lâché quelque chose. Montrez du doigt, il me semble qu'elle a fait tomber quelque chose. Ah bon, cadeau. Je vais récupérer celle-là. Avant que vous l'ayez mangé. Ah, vous l'avez lancé. D'accord, j'ai pas tout suivi. T'es où, Ariane? Attends, ça se mérite, hein. Allez-y. Voilà, parce qu'il faut être synchro. Allez, hop. Oui, d'accord. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de glace, il fait froid. Ariane, il n'y a pas de morceau de cornet, car c'est ce qu'elle recherche dans les gradins. D'habitude, on vend des glaces. Quand il fait beau, voilà, il y a toujours quelques petites miettes qui traînent. Ce rapace, je vous l'ai dit, mange de tout. Allez, hop là. Voilà. Enfin. Voilà, le Milan noir a une très longue queue. Cela peut vous aider à identifier, par exemple, le Milan noir et la buse. Alors, vous savez, la buse variable, pour l'identifier, pour vous aider facilement, on la voit poser sur les poteaux le long des autoroutes. Un rapace qui reste assez passif. Hein, lors de vos voyages, vous pouvez rencontrer très facilement ce rapace. On la voit également tournoyer dans le ciel. Le Milan noir, à la différence de la buse, a une très longue queue. Cela m'amène à une question. À quoi sert la queue d'un oiseau? On est là pour combattre les idées reçues. Hein. Je vous garantis qu'il y en a. S'orienter, de gouvernail, pour moi c'est pareil, tout le monde est d'accord? Ouais, bah c'est pas ça. Désolé de vous décevoir, la queue n'a jamais servi de gouvernail chez un oiseau. Merci. À stabiliser le vol, ça sert à équilibrer le vol. Pour tourner, regardez comme je vole bien. J'ai les ailes étendues, égale portance. Même surface portante de chaque côté, il me suffit très souvent voilà, de fermer légèrement l'aile droite pour tourner à droite. Je diminue la surface portante à gauche pour tourner à gauche. Ce sont les ailes, le profil, la surface portante modifiée qui permettent à l'oiseau de tourner. La queue, ça sert de stabilisateur et de frein éventuellement. Et puis d'une façon générale, évidemment, ça sert à voler, ça sert d'appui sur l'air. Hop là, voilà. Attraper et avaler en plein vol, vous avez vu. Allez. Le Milan noir, je vous l'ai dit, est très polyvalent. En France, le Milan noir et en Europe en général, ils sont migrateurs. Ils sont présents chez nous qu'à la belle saison. Ils commencent déjà à repartir en Afrique. Et dans certaines régions, ils fréquentent les cours d'eau. Regardez pourquoi. Et surtout, regardez comment cet oiseau se débrouille pour capturer un poisson. Délicatement, à la surface de l'eau, ce rapace capture ce qui flotte à la surface de l'eau avec ses pattes toujours et l'emporte directement dans les airs sans plonger, juste en mouillant les pattes. Le Milan noir en France, sur certaines régions et les cours d'eau qu'il fréquente, il pêche énormément de poissons. Hein. Je vous l'ai dit, ce rapace est très polyvalent. Hein. Et ça lui réussit, hein, puisqu'il est présent en Afrique, en Europe, en Asie, je me répète, en Australie. Hein, sa répartition est très importante. Je suis pas prêt. Allez, bougez pas, sauf si je vous vise. Un petit poisson. Hop là. Petit éperlant. C'est là-bas que ça se passe. C'est la tête. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Ariane, elle va rentrer dans sa volière.
Alors on a une grande absente car normalement il y a justement le pigargue à tête blanche qui devrait arriver, mais non. Elle n'est pas là, elle n'a pas décidé de revenir, en tout cas pas tout de suite. Alors il lui arrive de passer la nuit dehors, mais guère plus, le lendemain en général elle est là. Mais on aura peut-être encore de la chance de la voir avant la fin de la démonstration. Donc on va continuer avec d'autres oiseaux. On quitte le monde des rapaces. On va vous présenter des oiseaux pas moins intéressants. Une petite aigrette, vous connaissez? Aigrette garzette, petit échassier, toute élégante, longue patte, long cou et long bec. Allez, on change de menu. Le gant, cette fois-ci, est superflu, on n'en a plus besoin. Le menu, c'est du poisson. Ça reste... voilà. Le régime alimentaire, le principal de ces oiseaux. Cela peut être également des crevettes, ici, dans l'estuaire du Goyenne. Ou alors des insectes, en eau douce. L'aigrette va arriver. Longue patte, long cou, long bec. Cette morphologie est particulière et on va vous montrer à quoi précisément cela peut bien servir d'avoir des longues pattes. Sauf que là, on va vous présenter cet oiseau de la plus simple façon. Elle vient également se poser sur la main. Et voilà. Dans la main. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de gants, il n'y a pas de pression avec les pattes. Ce sont des pattes faites pour marcher ou se percher. Et oui. Elle a un bon appétit. C'est un oiseau qui fait 400 grammes, elle peut manger 150 grammes de nourriture par jour. Alors là aussi, je peux vous poser la question. Ce petit poisson, tu le veux? Ok. Je vais le placer dans l'eau. Mais pour qu'elle puisse le récupérer, ce poisson, où je dois le placer dans l'eau, à votre avis? Sur le dessus? En pleine eau? Au bord de l'eau. Bonne réponse. Regardez bien. Ouf. Au bord de l'eau. Regardez à quoi servent les longues pattes. À marcher au bord de l'eau. Là où elle a pied, les proies peuvent être récupérées. Car si ça coule, si c'est un petit peu trop loin dans l'eau, allez, on va lui faire une mauvaise blague. Plouf. Plonge. C'est cruel, hein? Mais qu'est-ce que c'est pédagogique? Hors de sa portée, ce n'est ni un oiseau nageur, ni un oiseau plongeur. Il faut que ce soit à portée de bec. Elle n'a pas de pattes palmées. D'une façon générale, les longues pattes sont impropres à la nage. Elle n'est pas faite pour ça. Donc ces longues pattes lui permettent de marcher au bord de l'eau. Le long cou, le long bec lui permettent avec précision de pouvoir capturer toutes sortes de petites proies. Alors elle a plus la tour dans son sac. Cet oiseau a l'habitude de venir se percher sur la main de personnes qu'elle ne connaît pas. Alors je ne vais pas pouvoir satisfaire tout le monde, je suis déjà désolé, mais je vais pouvoir appeler tout de même 2-3 volontaires pour pouvoir avoir la chance d'avoir une aigrette sur la main. Alors des enfants de préférence, tu viens avec moi? Allez, viens avec moi. Alors, voilà, tu te mets là face à ton public, 2 ou 3? Allez, viens avec moi, toi aussi. Voilà, alors je vais m'occuper de vous tout à l'heure. On va essayer de prendre des perchoirs à peu près de même taille. Alors, tu te mets là-bas, voilà. Hop là. Ouais, je sais pas. Allez, on tend le bras. Voilà, costaud les branches, on fait pareil pour tout le monde. On ne change pas d'avis en cours d'eau. On se crispe. Et en échange d'une petite récompense, ça fait super mal. Et c'est super lourd. Donc je l'ai dit, 400 grammes, à peu près 4 tablettes de chocolat. Il n'y a pas de pression avec les pattes, c'est vraiment sans danger. C'est tout léger. Très très bel oiseau avec ses belles aigrettes sur la tête. Alors maintenant vous baissez les bras et c'est là que vous regrettez. Mais bougez pas. Allez, petit massage du cuir chevelu. Voilà, impeccable. Mais si, c'est trop tard. Avec le serre-tête en plus, c'est une bonne piste d'atterrissage. Ça tient bien. Voilà. Bon, je pense qu'on peut les applaudir. Bravo les enfants. Allez, on va faire un mini perchoir. Tu tends ton bras. Costaud la branche. Je vais m'occuper d'elle. Hop. Voilà. Ça marche avec les mini aussi. Ouais, c'est rigolo, hein. Allez, bougez pas, madame, je vous mets sur la tête. Oh, non, c'est pas la bonne. T'aimes bien l'orange? Ça calme. Donnez-moi votre main.
Peut-être que ce sera plus facile. Hop là, voilà. Voilà, bravo les Grettes, elle va peut-être rester parmi nous. Ou elle va rentrer, elle a le choix, elle connaît également très bien le coin, celle-ci, elle peut disparaître pendant plusieurs jours. C'est déjà arrivé. Alors on va continuer avec d'autres oiseaux. Un autre échassier. On va rester dans la catégorie. Connaissez-vous le héron cendré? Il est familier, hein, c'est un oiseau. C'est un oiseau, le héron cendré. Hein. Courant. Alors et d'une, le héron cendré, on n'a pas l'habitude de le voir de très près car il est assez farouche. Voilà. Bon, bah. Je sens comme une petite légère déconcentration chez nous. Alors, on va vous présenter le héron cendré, très courant dans nos campagnes, on le voit au bord de l'eau, ici ils sont familiers, on les voit également à l'intérieur des terres. On va d'abord vous le montrer de très près, parce qu'il n'est pas si courant que ça, ils sont farouches. Et puis on va exploiter un maximum son potentiel. En fait, bon là aussi je n'ai pas tellement pris le temps de vous expliquer au tout début, peur qu'il pleuve. J'ai accéléré les choses de la présentation, mais ce spectacle, en fait, si on veut l'appeler correctement, c'est une démonstration. On va vous démontrer comment fonctionne le héron, on va vous démontrer quel est l'excellent pêcheur qu'est le héron cendré. Voici Dakota, un de nos doyens, 13 ans. 1,5 kg à 2 kg, une envergure qui peut quand même atteindre 1,60 m à 1,80 m pour les plus grands. Est-ce que vous commencez à réaliser la façon dont on va vous le présenter? Un vivier, un bassin, un panier repas. Et ouais. Autant les Grettes a un bec en forme de pince qui lui permet d'attraper sa proie. Le bec du héron, lui, est en forme de poignard. Deux techniques utilisées. Soit il attrape, comme les Grettes, son poisson avec le bec, soit il le transperce. Son bec, c'est un harpon. Il patiente les pattes dans l'eau comme les aigrettes, beaucoup plus immobiles. Ils attendent qu'une proie passe à leur portée et vont leur donner un énorme coup de bec qui peuvent transpercer leur proie. Comme un harpon, ils sont très efficaces. Il y a comme un hic. Alors, regardez bien, vous n'aurez qu'une chance. Il est redoutable. C'est un excellent pêcheur. Le poisson est vivant. C'est ainsi qu'il se nourrissent dans la nature. C'est ce que l'on peut voir ici très communément dans l'estuaire du Goyenne. Regardez bien. Il vise. Le choc peut être très violent. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transpercé. Alors il s'en débarrasse parce que ça colle au bec. Hop. Et voilà, encore une fois, j'ai pas eu le temps de décrire. Gobé entier et vivant. Radical. Excellent pêcheur. Poisson, mulot, batracien, toutes sortes de proies peuvent être convoitées par les hérons. C'est ainsi qu'ils pêchent, c'est ainsi qu'ils mangent, entiers et vivants, puisqu'ils ne peuvent pas dépecer comme avec le bec crochu des rapaces. Donc il est obligé, condamné de gober son alimentation. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Dakota, il va rester parmi nous. Il va assister lui aussi à la suite de la démonstration. On va rester dans le thème. On va rester dans les mangeurs de poissons. Morphologie complètement différente. Les grands cormorans, vous les connaissez? Bof. On les voit au bord de la mer, on les voit à l'intérieur des terres en eau douce. On les voit en vol, on les voit posés ou à la surface de l'eau. Quand on est patient, on peut les voir même remonter un poisson et les gober. Mais en aucun cas, on peut les voir évoluer sous l'eau. Même punition. Vas-y, je t'en prie, plonge. Voici quelques truites arc-en-ciel placées dans le bassin. On vous propose une vision inédite. Ces oiseaux en aquavision, sous l'eau, en train de pêcher. Ils sont redoutables. Les grands cormorans sont là aussi d'excellents pêcheurs. Mais la technique, les morphologies ne sont pas les mêmes. Ce sont des oiseaux plongeurs. Ils ont accroché au bout du bec qui cette fois-ci sert d'hameçon. C'est là pour saisir le poisson. Vous êtes prêts? Regardez bien, là aussi ça va très vite. En quelques secondes,
Toutes les truites sont attrapées, remontées et gobées. C'est promis, il n'y en a pas pour longtemps. Ils sont très efficaces. C'est parti. Regardez bien. 3, 4 volontaires, 5, 6, 7. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu autant d'un coup. Il plonge, poursuit, attrape, remonte. Tête la première, gobée. Entier et vivant. Certains cherchent, il n'y a pas de rab. Derrière la tuyauterie pour savoir s'il n'y a pas quelques restes de poissons. Bah non. Il n'y a plus. Je vous avais dit ou pas que c'était rapide? Redoutable pêcheur. Ah oui, rien ne se perd, hein. Les petites récompenses oubliées ou perdues par les autres oiseaux sont récupérées. Pas de palmé, crochet au bout du bec, qui fait office d'hameçon. Oiseau plongeur. Oiseau efficace. Alors, côté performance, sous l'eau en apnée, c'est 30 secondes à 1 minute. C'est en général 3-4 km/h, pardon, pour la vitesse. La profondeur, 10-15 mètres de profondeur, pas plus. Un cormoran peut pêcher dans quelques dizaines de centimètres d'eau et c'est souvent là où le poisson est courant. C'est un oiseau côtier, vraiment, c'est pas un oiseau pélagique, ce n'est pas un oiseau qui vit en pleine eau. C'est un très très bel oiseau. Vous verrez tout à l'heure, ils ont des yeux bleu turquoise, de la couleur du bassin. Hop là, merci. Comme s'il pleuvait pas assez. Voilà, certains sont bredouilles, certains n'ont pas assez mangé. Il y a plusieurs spectacles dans la journée, ils ont tous l'occasion de pêcher du poisson. Et puis, le soir, et c'est valable pour tous les autres oiseaux, nous repassons le soir dans les volières pour donner le complément, pour donner le reste de l'alimentation qu'ils ont besoin. Ils sont nourris insuffisamment. Allez, quelques petits lots de consolation pour ceux qui n'ont pas eu de chance. Ceux qui n'ont pas assez mangé, ils se rattrapent un petit peu. Alors, le cormoran a une grosse particularité qui est assez bizarre finalement pour un oiseau aquatique. Regardez, les bulles s'échappent du plumage lorsqu'ils sont sous l'eau, surtout avec la pression de l'eau. L'air est évacué, remplacé par de l'eau. Ça vous dit rien? Système des ballasts des sous-marins. Ils prennent l'eau, ils sont plus lourds et plongent plus facilement, en dépensant donc moins d'énergie en contrepartie. Et pour cette raison, une fois que la pêche est terminée, hors de l'eau, on les voit très souvent dans cette posture, les ailes écartées. C'est caractéristique des cormorans car ils prennent l'eau, ils doivent se sécher le plumage, ailes écartées face au vent et au soleil. C'est propre à cette espèce. Vous ne verrez pas en Europe d'autres oiseaux aquatiques faire cela, car il n'y a qu'eux qui prennent l'eau. En fait, vraiment, ils ont un plumage semi-perméable. C'est le terme qui va le mieux à cet oiseau. Alors côté performance, je l'ai dit, c'est 30 secondes à 1 minute. C'est quelques mètres sous la surface de l'eau. Pour la vitesse, c'est 3-4 km/h. C'est pas si rapide que ça. C'est à peu près la vitesse d'un homme qui marche. Donc, la technique de pêche des cormorans, c'est pas finalement ce que vous venez de voir. Là est la nuance. Ils ne poursuivent pas. Ils ne sont pas assez rapides. S'ils l'ont fait ici, c'est parce qu'ils savent que le poisson de toute façon va se heurter à un mur ou alors à une vitre. Donc le poisson n'a aucune chance, ils le savent. Dans la nature, le cormoran va patrouiller au fond de l'eau. Il se pose, ensuite plonge, rejoint le fond et va fouiller pour débusquer un poisson statique qui ne bouge pas. Ça le rabat automatiquement sur un certain type de poisson. Par exemple, ici sur nos côtes, le maquereau, poisson de pleine eau, est hors de portée pour le cormoran. Il recherche des poissons de fond, poissons plats, anguilles, les vieilles, les barres qui peuvent être statiques au fond de l'eau, dans une faille, des rochers. Là, ces poissons peuvent être capturés. En pleine eau, en principe, c'est hors de leur portée. Ils ne sont pas assez rapides. Quelqu'un a un élastique? Alors, on va mettre autour du bec, là. Voilà, on dirait une pie, effectivement. En fait, c'est le cri du jeune oiseau imprégné et élevé par l'homme. Il nous réclame son alimentation puisqu'il est dépendant de nous, alors que les adultes dans la nature, comme Dakota, ne réclament pas leur pitance. Ouais, mais t'es bien gras. Vous savez, comme les poulets au supermarché, on va les tâter ici au Bréchet.
Il se laisse un peu moins faire. Ça vous a plu? Et bien voilà, c'est donc avec les cormorans dans le bassin, Dakota parmi nous, les Grecs, je ne sais pas où, que le spectacle s'achève. Dana, le Pigard, vient toujours en promenade, malheureusement, elle n'est pas venue pendant la démonstration. Elle viendra peut-être ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais me permettre de vous retenir 2 petites secondes pour vous expliquer 2 choses. Alors d'abord, pour votre sécurité, évitez de franchir la ligne blanche. Il y a d'une part les cormorans sur les vitres, là c'est le piercing, et puis voilà, pour éviter voilà, de se faire transpercer par le bec du héron, méfiez-vous également, ne franchissez pas cette ligne blanche, vous êtes hors de leur portée, si vous ne la franchissez pas, c'est plus prudent. Et je vais me permettre de rajouter une dernière petite chose, c'est très important pour nous, pour l'Aquashow dans son ensemble. Sachez que l'Aquashow, depuis 2 ans, est une SCOP. Vous connaissez peut-être le statut, c'est une coopérative de salariés. Les salariés ont repris l'activité, ont repris l'Aquashow dans son ensemble, car nous avons failli disparaître. La structure, il y a de 2008 à 2011, a subi une énorme chute de fréquentation de l'ordre de 50 000 visiteurs. Historiquement, la structure faisait jusqu'à 80 000 visiteurs, de 80 000 à 100 000 visiteurs annuels. On est tombé à 30 000 visiteurs, ce parce qu'une ancienne direction a succédé les mauvaises décisions qui ont détruit l'activité par des hausses de tarifs à l'entrée, par une très mauvaise communication, par une mauvaise image, par une mauvaise gestion. La structure a coulé, les salariés ont repris. Pour tout vous dire, ça va un peu mieux. Nous avons réussi à stabiliser l'activité autour de 40-45 000 visiteurs annuels. C'est pas encore suffisant, on est loin de notre potentiel, mais on a réussi à stabiliser l'activité et c'était notre premier objectif. Voilà, c'était très important pour nous de vous communiquer cela. Merci de votre attention, très bonne visite.